Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission. Et oui, nous sommes encore présents ce soir, tous au taquet comme tous les mardis soirs. Et oui, quand on aime le foot, on parle foot avec ses chroniqueurs attitrés. Chris, le Belge, qui fait son, enfin, pas son retour, mais ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Tom et Émilie, bien sûr, qui sera là avec nous, présents aussi sur Twitter, hashtag RTS, n'oubliez pas tous les moments forts sur Twitter, bien sûr, qui seront relatés. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur Twitter, vous pouvez réagir. Nous passons votre réaction à l'antenne. Bonsoir à vous, mes chroniqueurs. Hello. Voilà, et vous voyez, il se réserve automatiquement comme tout voilà, il se réserve. Mais je tiens à vous dire quand même que ce soir, ils sont en forme, et plus qu'en forme. En tout cas, on voit que la chaleur est descendue, mais ça va monter sur RTS. Et ce soir, comme tous les mardis soirs, j'ai envie de dire, un invité de marque, milieu défensif, 1m83, 26 ans. Il a signé à Monaco en 2006. Il est prêté à Brest en 2007 et encore prêté à Ajaccio. En 2009, il prend une grande place à Monaco et devient un titulaire indiscutable. Et part ensuite aussi à Nancy, le club où il est actuellement ce soir, bien sûr ce soir, dans Quand on aime le foot, on parle foot, Thomas Mangani. Je ne sais pas pourquoi je veux dire le S. Bonsoir à toi, Thomas. Bonsoir. Merci d'être présent sur RTS. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre antenne. Merci à vous. En tout cas, ce soir, j'oublie pas mes partenaires, bien sûr, hein, parce que grâce à eux aussi, nous sommes là. Football, tout le monde s'en fout, et jeunefooteux.com, qui eux nous font de la pub. N'oubliez pas aussi nos YouTube, tous nos podcasts, tous nos anciens podcasts, avec notre dernière émission qui a cartonné avec Elodie Walk sur la spéciale football féminine, la pré-chauffe de L-Sport qui commencera demain le 5 septembre, 21h30. On en reparlera en fin d'émission, mais n'oubliez pas demain, hein, prenez rendez-vous déjà aussi. Skype, chers auditeurs, téléchargez Skype si vous voulez réagir en direct avec nous. On aime foot, auditeurs, et on vous passera à l'antenne sans aucun problème. N'hésitez pas à venir réagir, même par écrit, il n'y a pas de souci, je passerai vos commentaires à l'antenne sans aucun problème. Et ce soir, grosse dédicace à un ami, j'ai envie de dire, qui lui est graphiste. Donc une petite pub pour lui. Son site c'est spyleakart.jimbo.com ou sur Facebook. Son profil c'est Eddie Graph, G-R-A-P-H. Voilà la petite pub pour lui. Voilà, comme tous les soirs, je fais une petite dédicace. Donc cette dédicace sera pour lui ce soir. En tout cas, ce soir, nous allons commencer tout de suite ces débats. Et comme tous les soirs, notre invité choisit un débat. Et je lui en propose deux. Thomas, sois bien à l'écoute. Oui. Alors, le premier, le sélectionneur est-il garant de l'image de l'équipe de France? Ou que faut-il attendre des clubs français en Coupe d'Europe cette année? Alors, je vais prendre plutôt que faut-il attendre des clubs français cette année en Coupe d'Europe. Super. Thomas, je pas comme c'est étonné. Enfin, pas Thomas, parce que là, ça va y avoir des confusions ce soir, mais Thomas, mon chroniqueur, qui fait là, je l'entends déjà étonné, alors je ne sais pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, ce soir, que faut-il attendre des clubs français en Coupe d'Europe cette année? Un petit débrief assez rapidement, en tout cas de la Ligue des Champions. Le groupe A pour le Paris Saint-Germain, FC Porto, Dynamo Kiev et Dynamo Zagreb et le Paris Saint-Germain, bien sûr. Le groupe B, Arsenal, Schalke 04, Olympiakos et Montpellier. Et le groupe F avec Lille, Bayern de Munich, Valence, Lille et bien sûr Baté, Borisov. Voilà, je crois que j'ai été complet en tout cas sur la Ligue des Champions. On parlera aussi de l'Europa League, bien sûr, parce que la Coupe d'Europe c'est aussi l'Europa League. Donc commençons tout de suite cette première question pour toi Thomas, et mes chroniqueurs enchaîneront là-dessus. Lille, Montpellier et le PSG, qui peut sortir de ces groupes en tout cas?
dans ces trois clubs, qui peut sortir? Je pense que les trois peuvent sortir de leur poule, parce que c'est vrai que bon, au niveau du tirage, c'est vrai que ça aurait pu être pire pour les clubs français. Et même si c'est vrai qu'ils sont quand même relevés, quand on voit le groupe de Lille ou même Montpellier, ça va pas être facile aussi avec ces trois clubs, Arsenal, Schalke et Olympiakos, qui sont habitués à jouer la Ligue des Champions pratiquement tous les ans. Donc, mais moi je les vois bien sortir, parce que Montpellier s'appuie sur leur jeu et ils restent fidèles à leur vision du football, quoi. Lille, voilà, c'est costaud, ça connaît la Ligue des Champions, et c'est vrai que Paris, de par leur recrutement et leur équipe, je pense qu'ils vont sortir facilement, ils vont s'en sortir vraiment bien de leur groupe, quoi. D'accord. Ok. Les trois feront un bon parcours et qui sortiront de leur poule déjà. D'accord, très bien. Bon, bah, mes chroniqueurs, vous pouvez tout de suite enchaîner. En tout cas, Thomas, lui, est très confiant, en tout cas, sur ces clubs français. Vous, cher chroniqueur. Il est trop confiant, Thomas. Il a la fibre française, c'est pour ça. Il a un patriote, Thomas, c'est pour ça. Je crois au club français, c'est pour ça. Ah, nous aussi, on y croit, si tu veux, Thomas. Mais là, effectivement, c'est cet objectif. Montpellier, depuis le début de saison, ils n'ont pas montré grand-chose en championnat. Ok, bon, c'est une équipe qui est encore en rodage. Il y a eu pas mal de mouvements. Maintenant, ils ont un groupe avec Arsenal qui va être dur à aller chercher, Schalke qui va être très dur à aller prendre à Gelsenkirchen. Donc clairement, il y a très peu de chance. Moi perso, je vais bien finir troisième et ça serait déjà pas mal à mon avis. Ça serait bien pour les points UEFA aussi. Hein, attention, faut aussi voir ça. Lille, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Valence à Mestalla, ça peut être prenable, mais ça va être difficile. Le Bayern, ça va être très compliqué. On va être cohérent. Le PSG, c'est un groupe qui est très abordable, d'autant plus que Porto, c'est de lui-même privé de Witzel en défense et de Hulk en attaque. Exactement. C'est assez étrange comme choix quand on joue la Ligue des Champions. C'est un monstre pécunier, c'est pas un choix sportif du tout pour le FC Porto. Bien qu'il y ait Lucho, on est d'accord, à la baguette, mais Lucho, il fait pas grand-chose, hein, donc il faut du monde autour. Donc moi je suis moins optimiste que toi sur la Ligue des Champions, même si je vois bien Paris se qualifier, Lille passer difficilement et Montpellier finir troisième. En Coupe de l'UEFA, on va être assez objectif aussi, assez cohérent. Normalement, les clubs français devraient sortir de ces poules avec quelques difficultés pour certains, mais devraient s'en sortir. Pour ma part. Oui, c'est vrai que même en Coupe UEFA, ils ont des groupes. Il y a toujours au moins un club qui est vraiment bon. Mais c'est vrai que quand on voit d'autres groupes, même en Ligue des Champions, je pense que c'est faisable. Et Montpellier, c'est vrai que j'ai envie de croire en eux, parce que pour avoir joué contre eux et pour regarder beaucoup de leurs matchs, moi c'est vrai que j'aime beaucoup le jeu qui déploie. Après, c'est vrai que Ligue des Champions c'est un autre niveau et tout, mais voilà, j'ai envie de mettre une petite pièce sur eux. Donc même si c'est un groupe, je pense des trois groupes, c'est celui de Lille qui est peut-être le plus relevé, et celui de Montpellier à second, et PSG, je pense que pareil, ils vont en sortir assez facilement aussi. Ouais, très très bonne analyse. Moi, je trouve qu'on a assisté au bal des hypocrites du côté des clubs français cette semaine. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, ils ont franchement un tirage de rêve, parce que Porto, c'était dans les 8 clubs tête de série, c'était le club à prendre. Alors, évidemment, on va pas dénigrer Porto, c'est un club du top européen, mais c'était le club à prendre. Dynamo Kiev, c'était le club à prendre dans le pot 2 avec Schalke 04. Ça tombe bien, puisque le PSG et Montpellier prennent les deux, en fait. Et le Dynamo Zagreb n'était peut-être pas le club à prendre dans le pot 4, mais c'est quand même à un niveau qui est normalement plus faible que le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve qu'on a eu un excès de prudence du côté du PSG. Et bonsoir Thomas, mais je te rejoins totalement sur ton avis. Concernant Lille, j'ai trouvé sidérant un optimisme béat en disant « Oh, franchement, ça aurait pu être pire », mais je trouve que là, franchement, on est en train de prendre de très haut le Bayern Munich. Alors certes, c'est pas un des 3 grands championnats européens, mais cette équipe-là, franchement, c'est du très solide. Et Valence, derrière, je peux vous dire que du côté du Bayern et de Valence, ils sont très contents aussi d'avoir Lille et battu Borisov en 3 et 4, quand même. C'est vrai que peut-être c'est vrai qu'avec leur nouveau stade, la nouvelle ambition et tout, l'expérience qu'ils ont pu acquérir l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient un groupe assez relevé aussi, je crois que ils étaient tombés dans un groupe assez dur. Donc peut-être,
Saint-Germain. Après, il faut peut-être qu'ils l'ont vu comme ça. Ils avaient eu pas de chance l'année passée, on s'en souvient. Ils avaient eu l'Inter Milan, ils avaient eu Moscou, donc le Moscou de Victor, ou le Zénith, c'est un des deux. Et donc c'était assez compliqué, et il avait perdu beaucoup de points à domicile sur les 2-3 premiers matchs de la compétition, puisqu'à chaque fois il menait au score et à chaque fois ils se sont fait reprendre dans les dernières secondes, voire dépasser. Mais sinon, on peut dire une chose, c'est que pour une équipe du pot 3, comme était issu le PSG, le meilleur groupe c'était le groupe A. C'est-à-dire que pour une équipe qui était dans le troisième pot, c'est le groupe rêvé, celui du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, il faut le reconnaître aussi. Pour une équipe du pot 4, le groupe de Montpellier, Arsenal et Schalke 04 comme les deux premières équipes, c'est du très costaud, mais c'était dans presque ce qui pouvait se faire de mieux, même si l'Olympiakos derrière, il faudra aussi les surveiller. Donc voilà, moi je pense que ces deux groupes-là sont jouables, et pour Lille, moi je suis pas aussi optimiste que les dirigeants lillois qui ont été, paradoxalement, ceux qui ont été le plus sûrs d'eux dans les déclarations par rapport aux dirigeants du PSG de Montpellier. Chers auditeurs, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, sur Skype, vous pouvez mettre pas sur Skype, sur Twitter, pardon, hashtag RTS. N'oubliez pas, si vous avez envie de mettre le PSG, vous les voyez sortir, ou Montpellier, vous les voyez sortir, et plutôt Lille, vous les voyez gagnants, en tout cas, de ce groupe. Ça peut être la surprise aussi. Voilà, sur ces groupes, ça a l'air quand même complexe. Attention, c'est quand même des clubs comme Dynamo de Kiev. Il faudra se déplacer en Ukraine. C'est pas le groupe le plus dur non plus, c'est pas le groupe le plus dur, mais attention, les déplacements en Ukraine est toujours compliqué. En tout cas, à Kiev. Après, voilà, ça va être peut-être juste un déplacement sur tout le reste, et justement, vont pouvoir peut-être mais Dynamo Kiev, ils étaient dans le deuxième pot. Alors, il faut voir simplement les autres deuxièmes pots. T'as Schalke 04, t'as le Zénith Saint-Pétersbourg, t'as Manchester City, Shakhtar Donetsk, Valence, Benfica et Braga. Franchement, c'était l'équipe à prendre dans le deuxième pot, je suis désolé. Oui, mais sans oublier qu'il y a quand même un groupe, effectivement, qui avait été annoncé comme un groupe de milliardaires, à savoir Real Madrid, Manchester City, hypothétiquement le PSG et le Borussia Dortmund, et à la place du PSG, on a l'Ajax. Donc ce groupe-là, entre le Real, City, l'Ajax et Dortmund, c'est le pire groupe, et c'est le pire tirage que pouvait avoir Lille ou le PSG, et ils s'en sortent très bien parce qu'ils tombent pas dedans. Donc clairement, la meilleure des chances... Ils seraient tombés dans ce groupe, là on aurait dit ça va être compliqué, quoi. Eh oui, plus que compliqué. Alors que là, ils peuvent espérer et prétendre à sortir dans les deux premiers, quoi. Non mais cher ami, espérer, c'est toujours bien. On n'oublie pas quand même que c'est la Ligue des Champions, attention, tous les clubs qui sont en Ligue des Champions le méritent actuellement, c'est les meilleurs clubs qui sont champions ou vice-champions. Attention quand même, c'est pas n'importe quoi, même si c'est ukrainien, même si c'est de la Croatie, Dynamo Zagreb, ou même si c'est l'Olympiakos, mais ça reste toujours des clubs difficiles à battre. Attention, parce qu'on s'attend justement parce que c'est la Ligue des Champions qu'on est content d'avoir des clubs, qu'on est content de pas avoir des clubs beaucoup plus relevés. Pardon, Chris, je pense. Du côté du PSG, en tout cas, c'est le sentiment qu'ils doivent. S'ils sont pas contents avec ce tirage-là, ils seront jamais contents. C'était, pour moi, le meilleur tirage qu'ils pouvaient avoir, les Parisiens. Franchement, le tirage. Il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter d'être hypocrite. Peu de ténors européens, ils sont dans le troisième pot. Donc, franchement, pour eux, c'est un tirage de rêve, je pense. Bien sûr, mais faut arrêter d'être hypocrite. La Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Automatiquement, on peut que s'attendre à des gros clubs. Alors. Si on veut jouer en Ligue des Champions contre des petits clubs, faut pas aller en Ligue des Champions. Après, voilà, bien sûr, faut s'attendre à un tirage un peu favorable. Bien sûr, c'est sûr qu'on aurait été dans des gros groupes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des gros clubs. C'est sûr que ça aurait été plus complexe, mais c'est ça aussi la magie de la Ligue des Champions. Montpellier, voilà, comme le dit Thomas, moi j'ai envie d'y croire parce que Montpellier, voilà, c'est des petits, on les attend pas. C'est un peu comme Nicosie. C'est un peu comme la poêle Nicosie aussi. Il y a pire cette année. Je te rappelle qu'il y a quand même une équipe cette année qui est inconnue du grand public, et je pense que Thomas me confirmera. C'est quand même l'équipe du FC Nordjylland du Danemark. Honnêtement, c'est l'équipe la plus petite cette année de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que celle-là, ouais, ça... Et moi, quand j'ai vu le tirage, franchement, je me suis dit, mais ça sort d'où, quoi? Et tout le monde les voulait, tout le monde les voulait dans le pot 4. C'était l'équipe qui les voulait dans le pot 4, ouais. Et alors, je vais vous relancer sur la question sur la Ligue des Champions, et après on passera sur l'Europa League. Donc Lille, Montpellier, Paris Saint-Germain. Oh, alors la question va pour Thomas.
Lille, Montpellier, Paris Saint-Germain ont-ils l'effectif suffisant? Voilà, on sait tous qu'il faut avoir un gros effectif avec la Ligue des Champions pour jouer le championnat, pour jouer les coupes aussi à côté et la Ligue des Champions. Est-ce que ces trois clubs, en tout cas, ont le potentiel, ou peut-être qu'il y en a peut-être certains qui n'ont pas les épaules justement pour jouer toutes ces coupes? Paris, oui, je pense, parce que Paris, je pense que oui déjà. Montpellier, après, peut-être, voilà, il va falloir qu'ils aient de la chance de pas avoir de suspension ou de blessés, mais on a vu l'année dernière que on n'attendait pas aussi au mois de janvier les remplaçants et qu'ils ont suppléé les titulaires quand ils n'ont pas été là de superbe manière. Donc après, dans une saison, il y a ça aussi qui joue, il y a des révélations, il y a des formes du moment. C'est vrai que c'est aléatoire, mais je pense que Lille aussi, ils ont quand même l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Ils prévoient, là ils ont encore fait Mendes à la fin du mercato, donc c'est aussi pour étoffer leur effectif. Donc, mais après c'est toujours aléatoire. Si leur cadre, il y a toujours quelques cadres dans une équipe. Si les cadres sont blessés ou quoi, après ça devient peut-être plus compliqué. Il faut aussi un peu de chance dans une saison. Alors, en sachant par contre, Thomas, effectivement, je tiens à rebondir dessus, c'est que Mendes ne sera pas dans l'effectif de Ligue des Champions. Il n'a pas été retenu par Rudy Garcia pour faire partie de l'effectif de Ligue des Champions. D'accord, ok. Ouais, oui, mais je veux dire, il peut suppléer au niveau de, voilà, de la Ligue, championnat. Tout à fait. Donc, après, quand voilà, les maillots, quantitativement, c'est quand même assez important. Je pense qu'ils ont plus, les trois clubs français en Ligue des Champions ont entre 25, 30, même Paris Saint-Germain un petit peu plus. Ça vaut pas Manchester City, recordman dans la matière, qui ont un noyau de quasiment de 50 joueurs Alors, quantitativement... Ouais, mais après, je pense que quand il y en a beaucoup, c'est peut-être plus difficile à gérer. Il faut avoir un groupe bien étoffé, mais ce qu'il faut, quoi. C'est sûr. En tout cas, quantitativement, étant donné que la limite, ça allait être 25 joueurs pour l'inscription en Ligue des Champions, je pense que la réponse, elle est oui, ils peuvent avoir les épaules, évidemment. La vraie question, c'est au niveau qualitatif. Et là, on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, sur le sentiment que le Paris Saint-Germain est paradoxalement l'équipe favorite de son groupe A, pour les raisons qu'on a invoquées. Et c'est vrai que Montpellier, franchement, mais t'as raison d'y croire, Chris. Honnêtement, on a raison d'y croire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Arsenal et Schalke nous le firent. Faut pas oublier que l'Olympiakos, ils sont aussi dans une période un petit peu trouble. Ils ont perdu plusieurs bons joueurs, des titulaires qui faisaient tourner l'équipe. C'est pas des titulaires entre guillemets normaux, c'est des titulaires qui tenaient l'équipe vers le haut. Notamment, ils ont perdu deux très bons attaquants. Donc, il y a un petit coup à jouer. La différence, tu parlais tout à l'heure avec les Chypriotes, c'est que eux, les Chypriotes, ils ont réussi en faisant un bloc à 11 derrière. Ça peut marcher, mais c'est très rare. Montpellier, je pense que ils ont pas ça dans le sang. Ils n'ont pas commencé à faire un bloc à 11 derrière et à bétonner. Je pense malheureusement pas que ça jouera comme ça. Maintenant, Arsenal, franchement, Arsenal, ça reste encore au niveau de l'effectif, au niveau de la concrétisation offensive, ça reste encore assez moyen en ce moment, même s'il y a quand même du beau jeu et même si on les critique fort. Et du côté lillois, paradoxalement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le groupe le plus dur. Il y a eu aussi pas mal de changements là. Il faudra voir comment la mayonnaise prend du côté des Lillois, mais ce sera aussi le cas en championnat. Et aussi, on peut se poser, à mon avis, Chris, tu posais la question savoir si l'effectif peut tenir sur plusieurs saisons. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe tous les ans avec des clubs français et pas qu'en France, c'est que malheureusement, je pense qu'ils vont un peu faire tourner l'équipe en championnat pour privilégier la Ligue des Champions. Bah, je l'espère, mais va falloir s'attendre aussi, comme j'ai envie de compléter un peu ton analyse, c'est qu'en Ligue des Champions, Montpellier n'aura pas le droit de se louper, c'est-à-dire que devant le but, il va falloir être percutant et il va falloir être présent. Et c'est toujours ça, de toute façon, les clubs français ont toujours eu un problème là-dessus, c'était ça, c'était devant le but. Eh ben, on avait pas 15 occasions, j'exagère, mais on avait 5 belles occasions, et 5 belles occasions, on le met au-dessus, soit le gardien fait une parade, ou soit on le met sur le poteau. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qu'en France, on a un problème là-dessus. C'est en Ligue des Champions, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et si on n'aimait pas ces buts-là, eh ben, derrière, il y a pas la qualification automatiquement. Donc, Arsenal a l'expérience, j'ai envie de dire, à l'expérience de ça, même si actuellement en attaque ils sont pas énormes, ils sont pas percutants, mais bon, ils sont toujours bougés. L'année dernière, ils ont été bougés dans leur groupe. Attention, ça peut, voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir une surprise sur Montpellier. Après, voilà, il va falloir qu'ils se battent et il va falloir qu'ils sont percutants. Voilà. Par contre, pour revenir sur le PSG, je pense que c'est là où le PSG peut faire ses meilleurs matchs, parce qu'il va peut-être jouer contre des équipes qui vont un peu plus sortir, et ça va leur laisser plus d'espace, et c'est peut-être là où on peut voir le meilleur PSG aussi. Donc ça peut être bien pour eux.
des équipes qui sortent plus que plutôt en championnat de France. C'est vrai que parfois des équipes vont d'abord essayer de bien défendre contre et tout, alors que Porto ils vont jouer contre Paris comme contre n'importe quelle équipe en allant de l'avant. Et peut-être que là, les joueurs offensifs vont avoir plus d'espace et pouvoir s'exprimer encore mieux, quoi. Ah oui, bien sûr. Voilà, là, on verra les matchs, mais voilà, comme tu dis, il va y avoir du jeu, donc automatiquement les joueurs parisiens. Et je croise les doigts, j'espère qu'ils vont montrer du beau jeu. En tout cas, ils sont attendus sur la scène européenne. Faut être concret là-dessus. Ils sont attendus. Écoutez, je pense qu'on a pas mal été sur les. Pour en venir rapidement sur l'Europa League. On n'en a pas beaucoup parlé de l'Europa League. Ouais, j'allais justement venir dessus. Tu vois. Juste en prie, vas-y. Et ben voilà. Donc après, tu pourras enchaîner si tu veux. Juste un petit point sur les groupes. Groupe 3, Marseille, Fenerbahçe, le Borussia et Limassol. Je sais pas comment on le dit. C'est un chypriote, si je me trompe pas. Groupe. Je sais comment on le dit. C'est Limassol. Merci, ok, bon, ça va, je l'ai bien prononcé. Groupe 4, Bordeaux, FC Bruges. Ah, attention, Belge, et Newcastle et Maritimo. Groupe du Portugal. Pardon, équipe du Portugal. Et groupe 9, Lyon, Atlético Bilbao, Tchèque, Sparta Prague, et Kiryat Shamona. Le Kiryat Shmona. Voilà, merci. C'est un peu complexe pour moi. Israël, code d'Israël. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai été complet sur la Coupe d'Europe, même si on m'a pas très bien compris. Donc première question, Marseille, Bordeaux, Lyon. Quelle équipe la jouera à fond, parce qu'on sait tous que l'équipe de France, tous les clubs français ne jouent pas vraiment cette coupe en chocolat. Est-ce que toi, Thomas, tu les vois jouer cette vraie coupe, enfin ces clubs français qui pourraient la jouer? Je pense que, par exemple, Lyon va la jouer à fond parce qu'ils sont habitués à jouer des coupes d'Europe toutes les années. Et c'est vrai que même Bordeaux, là, on voit pour les barrages, Francis Gillot avait dit que c'était un match super important pour eux et voilà, on a vu qu'à Paris, justement, ils avaient fait tourner l'effectif pour faire reposer les titulaires pour le match retour des barrages. Donc je pense qu'ils voulaient se qualifier et qu'ils vont la jouer à fond tout au long de l'année, puisque c'est quand même une Coupe d'Europe et c'est super de la jouer. Et Lyon, comme j'ai dit, il s'est habitué à jouer toutes les années la Coupe d'Europe, et justement pour une fois qu'ils vont pas en Ligue des Champions et plutôt en Ligue Europa, ils peuvent peut-être essayer d'aller le plus loin possible pour cette Coupe d'Europe, quoi. Très bien. Thomas, tu voulais... Qui vont la jouer à fond, quoi. Tom, tu voulais réagir justement sur cette Ligue d'Europa, vas-y. Mais moi, honnêtement, cette année, cette Ligue d'Europa, je trouve qu'elle a beaucoup plus d'intérêt que la Ligue des Champions. Je suis désolé de le dire, c'est peut-être méchant, mais c'est vrai. Ces équipes, elles me plaisent beaucoup plus dans leur jeu que celle de Ligue des Champions. Clairement, au niveau de Lyon, le groupe va aller loin d'être aisé, parce que Lyon tombe quand même face à une équipe de chapeau 2 qui est pour moi la pire du chapeau 2, puisqu'elle est quand même vice-championne de la compétition en titre, donc Atlético Bilbao. Le Sparta Prague, qui est l'une des plus fortes équipes du chapeau 3, et on sait qu'il sera très difficile d'aller jouer effectivement donc en République tchèque durant les périodes hivernales et de grand froid. Et le Kiryat Shmona, qui est un cran en dessous, mais jouer en Israël avec l'ambiance qu'il y a en Israël, c'est jamais simple. Concernant Bordeaux, aller jouer au Portugal, ça reste une énigme. Newcastle, c'est une très très grosse équipe européenne. Le FC Bruges, c'est une équipe qui est habituée à jouer les barrages de Ligue des Champions, voire jouer la Ligue des Champions. Donc c'est pareil, ça va pas être simple. Marseille, ça va être un petit peu plus jouable, puisque le Fenerbahçe, c'est l'équipe pour moi la plus compliquée. Le Borussia Mönchengladbach, c'est pas l'équipe la plus difficile du groupe, ni Limassol. À côté de ça, moi je vois bien Lyon se qualifier, mais ça va être compliqué. Normalement, sur le papier, ça devrait passer, mais l'équipe est très jeune. Bordeaux, ça devrait être jouable, même si Newcastle reste l'épouvantail du groupe. Marseille, ça devrait être jouable aussi, mais Elibop a déjà annoncé qu'en Ligue d'Europa, il avait l'intention de faire tourner son effectif. Donc, Marseille n'a pas l'intention de jouer cette compétition à fond. Ou alors, Marseille fait de l'excès de confiance, comme Paris l'an passé, et est très dangereux. Je pense même pas que ce sera là-dessus que ça va jouer du côté de Marseillais. Moi, je pense, et c'est pour ça que je te rejoins moyennement dans son analyse, c'est au contraire de la Ligue des Champions, le tirage de la Ligue Europa, surtout quand on sait que les clubs français, si je dis pas de bêtises, étaient tous tête de série, a été pour moi franchement plutôt négatif. Tu as énuméré tous les clubs. Le groupe de Marseille est pour moi sans doute l'un des plus, si pas le plus difficile en parlant des clubs français, parce que Fenerbahçe, c'est une équipe. Oui.
Oui, je dis. Pardon? Marseille, sur papier, Marseille, c'est le plus simple, le groupe qu'il a. Pardon, non, mais moi, je le trouve le plus piégeux, justement, parce que, je t'explique pourquoi. Parce que Bordeaux, le groupe de Bordeaux, je pense qu'il est clairement jouable. Je ne sens pas trop Newcastle. On sent que les clubs du sud-top anglais, à chaque fois qu'ils sont en Ligue Europa, ça se passe moyennement. Newcastle n'a pas tant d'expérience européenne que ça. En témoigne d'ailleurs leur troisième place dans le chapeau numéro 3 de la Ligue Europa, même si franchement pour une équipe du chapeau 3 c'était peut-être pas celle qu'il fallait tirer. Le club de Bruges, ça dépendra un petit peu de la volonté de Bordeaux ou pas d'aligner ses meilleurs joueurs. Je pense que le club de Bruges est une équipe évidemment que je connais bien, mais qui elle va jouer l'Europa League à fond. Donc attention quand même, méfiance, ils ont l'habitude de passer les poules de l'Europa League. Je crois que c'est la 7e année consécutive sur en Ligue Europa. Enfin, Bruges c'est le club c'est le club européen qui a le plus été. Ils n'ont pas loupé une seule édition de l'Europa League. Donc attention à ce club-là qui est passé par plusieurs fois devant les poules. Malgré tout, je suis assez confiant pour Bordeaux. Je suis assez aussi confiant pour Lyon, même si je pense que franchement, cette Athletic Bilbao va falloir se partir de Prague et les Israéliens de Shmona, il n'y a pas vraiment de grosses, je pense, s'ils sont sérieux, ça devrait aller. Moi, la vraie ennemie, c'est Fenerbahçe. Mönchengladbach en 3e équipe, franchement, c'est pas du gâteau. Et alors, Limassol, je peux vous dire que eux, ils ont un jeu très physique, ils jouent à 11 derrière, et ils sortent la faucheuse à tous les matchs, donc ça va. Franchement, le groupe de Marseille, s'il le joue pas à fond, il pourrait y avoir une mauvaise surprise. Je suis beaucoup plus confiant pour les deux autres équipes, paradoxalement. C'est vrai, je suis assez d'accord pour Marseille. Enfin, disons, pour aller jouer en Turquie à Fenerbahçe, c'est jamais facile, grosse ambiance, tout ça. Mönchengladbach, ils ont quand même fait un bon championnat d'Allemagne et voilà, le championnat d'Allemagne est assez relevé, donc pour se qualifier, ils ont une bonne équipe. Et après, le club chypriote, je connais pas, mais c'est vrai que Marseille, je pense qu'il devra mettre tous ses atouts s'il veut passer, quoi. Tout à fait. Alors, dernière question sur cette Europa League. Dans ces 3 clubs français, est-ce qu'il y en a un, Thomas, pour toi, qui est capable de gagner cette coupe? Parce qu'on sait tous très bien, on se rappelle très bien de Marseille qui est allé jusqu'en finale. Est-ce qu'il y a en 2000, merci, voilà, 2003, très bien, Thomas. Quel club pour toi pourrait gagner cette coupe? C'est vrai que si je devais mettre une pièce sur un des 3 clubs, je pense que je mettrais Lyon, de par l'expérience qu'ils peuvent avoir en Ligue des Champions, même s'ils ont perdu quelques joueurs et que leur équipe s'est un peu rajeunie, ils ont quand même quelques cadres qui peuvent les amener à, s'ils ont un tirage favorable après, c'est toujours pareil, mais à aller le plus loin, quoi, je pense. D'accord. Ok. Et vous, cher chroniqueur, très rapidement, qui a fait Lyon parce que peut-être que Marseille a une équipe plus forte, mais je pense que leur classement championnat va les desservir en Europa League. S'ils sont toujours premiers, ils vont garder toute leur force pour le championnat parce qu'ils ne peuvent pas faire trop de points. Ils peuvent pas se dire, allez, même s'ils jouent une place européenne pour la 16e de finale Europa League, ils peuvent pas se dire, bon allez, on va faire 2 points championnat, parce que chaque point sera utile pour Marseille. On voit que là, s'ils ont des ambitions, pourquoi pas créer la surprise et d'être champion. Donc là, ça va leur desservir. Lyon l'expérience européenne, Lyon a l'avantage. Lyon aussi, je pense, va se recentrer un petit peu plus. La Ligue des Champions, forcément leur donner des ailes chaque année. Ce sera pas le cas cette saison-ci. Donc plutôt du côté de Lyon. Malheureusement, c'est pas qu'il fallait en citer un. Je pense malheureusement pas qu'un club français gagnera parce qu'ils n'ont pas encore la culture de l'Europa League. On voit qu'en Espagne, en Portugal, on l'a. On se dit, les clubs qui gagnent cette Europa League ne la prennent pas d'eux, ne se disent pas cette compétition moindre. L'Europa League gagne autant de coefficients en termes de points que la Ligue des Champions, et ça, beaucoup de clubs français ne le comprennent pas encore. Le jour où ils le comprendront, ça va faire du bien au coefficient de la France. Ça serait bien, ouais. Et toi, Thomas? C'est au Portugal, hein. Et moi, clairement, enfin, je vais pas redire ce qui a été dit, mais je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais c'est vrai que là, dans les différents groupes et au tirage, Lyon fait partie de toute façon des favoris au titre final. Maintenant, attention, parce qu'effectivement, comme Christ a dit si justement à l'instant, les clubs français ont pour mauvaise habitude de prendre cette compétition de haut et de jouer les fiers. Donc, clairement, c'est pas une compétition qui réussit au club français, même si effectivement Bordeaux, par son expérience en 96, a joué la finale. Marseille l'a joué 2 fois, donc en 99 et 2003, mais l'a à chaque fois perdu. Aucun club français n'a jamais gagné cette compétition. Faut pas l'oublier non plus, c'est important historiquement parlant. Donc non, effectivement, Lyon fait figure de favori au niveau de la compétition, mais on fait d'expérience que malheureusement, et ça me fait très mal de le dire, les clubs français arrivent à un moment, Marseille ou Lyon, avec le classement qu'ils ont actuellement, qu'ils prétendent avoir,
vont effectivement mettre toutes leurs forces en championnat puisqu'ils n'ont pas un effectif pléthorique, ils n'ont pas une profondeur de banc suffisante pour jouer sur tous les tableaux. Ça c'est sûr. Donc clairement, malheureusement, je ne vais pas aller très loin. Non, ok, très bien, Tom. Écoutez, une petite info transfert, parce que nous suivons ces derniers jours des transferts, n'oubliez pas. Kevin Diaz, qui vient de signer à Nice, ancien monégasque que je pense Thomas doit connaître. Tu le connais? Oui, c'est un bon pote à moi. Et vous m'avez dit, il a signé où? Il a signé à Nice. Ah, ben c'est super, là. C'est une bonne nouvelle pour lui et tout. Là, c'est un bon pote. Tant mieux pour lui, c'est bien ça. Il aura même pas déménagé de Monaco, disons. Et voilà. Il a retrouvé le jeune Efric aussi qui a signé là-bas, qui était à Monaco. Alors, petite info de transfert aussi, Arnold Mbemba va signer à Lyon et Benjamin Cornier, que tout le monde voulait, mais qui était trop cher pour Paris, Marseille, Lyon, etc., va signer à Lorient. Donc, Lorient a beaucoup d'argent, visiblement. Ah oui, ils ont de l'argent caché sous les matelas. En tout cas, nous, on se pose trop cher pour le profil, hein. C'est parce qu'ils n'osaient pas, voilà, c'était un peu un profil un peu risqué. Du côté de Lorient, on a des risques à prendre visiblement. Là, t'as raison. Eh oui, peut-être des risques offensifs. En tout cas, moi j'aime bien voir jouer Lorient. Enfin, on reviendra là-dessus, peut-être après l'émission, ou peut-être pendant l'émission aussi. En tout cas, on se retrouve juste après ça pour enchaîner sur ce deuxième débat. À tout de suite. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Sodi. Ici Ludovic Joly. Ici Wagner Eloi. Ici Franck Signorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Badiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Juste la bonne nouvelle du jour, moi j'aime bien que dans chaque émission une bonne nouvelle. Abidal est dans les 25 de Barcelone, vous savez, les inscriptions pour la Ligue des Champions, il n'y a que 25 noms à inscrire et Abidal sera dedans, c'est une très bonne nouvelle, voilà, je voulais juste la partager. D'accord, ok, oui, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Petite précision Ligue des Champions aussi, puisqu'on y est, excuse-moi Chris de t'interrompre une seconde, à savoir que le PSG a écarté pour la liste des 25 Diego Lugano et Traoré, son arrière latéral. Ah, donc là c'est un signe en tout cas sur la manière de gérer son effectif, en tout cas Ancelotti le gère peut-être différemment sur certains points. Bon, enfin, toutes les interruptions terminées. Merci en tout cas de ces compléments d'information. Et oui, tout derrière Abidal, je te rejoins Chris tout à fait sur ça. Son combat avec le cancer est assez passionnant et en tout cas, je lui souhaite que du bonheur. Et juste pour ajouter un petit coup de gueule, on voit la différence de classe, pardon de le dire, mais entre un club comme Barcelone, qui fait ça alors qu'on sait quand même que les places sont très chères dans un club comme Barcelone, 25 ans, c'est pas énorme. C'est juste 2 équipes de 11, donc voilà, on sait que c'est pas si énorme que ça. Voilà la différence de classe entre un club comme Barcelone et un comme le Paris Saint-Germain qui est 20 à tour de bras. On voit la différence de classe, juste ça. Alors, petite précision de transfert à nouveau, je suis vraiment désolé messieurs, mais Arnold Mbemba vient de s'engager officiellement avec Lyon pour 4 saisons. Donc, ok, très bien. Bah, écoutez, bonne précision pour ceci. Écoutez, messieurs, on va tout de suite enchaîner sur ce deuxième débat avant que je sois interrompu. Tout de suite, voilà, le deuxième débat intitulé Russie, Chine, Émirats, ces nouveaux championnats avec des moyens faramineux comme on les connaît tous. Sont-ils les championnats de demain avec des nouvelles stars? En tout cas, on l'a bien vu pour ce dernier mercato. Lassana Diarra qui signe, je me rappelle plus du nom exact. Andy Masakala. Voilà, merci. Voilà, on sent la prononciation énorme. Hulk qui vient de signer aussi pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Enfin, voilà, des grands joueurs qui partent là-bas. Première question pour toi, Thomas. Est-ce que l'argent peut augmenter et sublimer ce championnat? C'est vrai que avec l'argent ils peuvent recruter de bons joueurs, de grands joueurs. On l'a vu par le passé, même le présent. On voit Kembo qui est un très bon joueur du championnat qui est parti là-bas. Après, je pense quand même que au niveau sportif et pour l'image, les championnats européens et les compétitions européennes resteront quand même les plus vus, disons les privilégiés par rapport aux grands joueurs.
ils iront peut-être en fin de carrière et pour le faire grandir petit à petit. Mais quand on voit comme c'est long pour se faire une réputation et grandir un club, je pense que pour un championnat, ça doit être encore plus long. Donc peut-être, mais pas pour demain, quoi. Voilà, c'est ça la grande question, c'est que tout le monde voit ces stars arriver avec le plus grand, en tout cas, je pense, de ces stars, c'est Samuel Eto'o, bien sûr, hein, la grande. Mais est-ce que ces championnats, messieurs, mes chroniqueurs à moi, est-ce que ce championnat et ce championnat de demain, est-ce qu'on va pouvoir voir du foot là-bas, du grand football, peut-être du meilleur football qu'en Ligue 1, est-ce que ça vous inspire? Bah, ça dépend après du championnat et du pays, clairement. Puisque là, effectivement, on parle de la Russie, donc qui a attiré des très grands noms durant ces dernières heures du mercato, notamment, je pense à Hulk et au grand Witzel, qui est un des meilleurs joueurs belges actuellement. Petite délicate à Chris au passage, mon ami belge, qui est avec nous ce soir. Et ce qui égale le record pour un joueur de belge en transfert, 40 millions d'euros, c'est le même prix que Eden Hazard. Oui, mais pour eux, c'est rien. Mais alors, effectivement, la Russie, oui, ça peut devenir un grand championnat, on est d'accord. Maintenant, on parle de la Chine, et là, je suis beaucoup moins d'accord et beaucoup plus sceptique, puisqu'effectivement, la Chine a été capable de recruter notamment Anelka et Drogba, mais actuellement, ils sont pas payés depuis plusieurs semaines. Donc, clairement, la Chine, c'est un bon championnat, émergent, certes, mais très très loin encore d'atteindre le niveau de la Russie, pour ma part. On voit, faut être clair quand même que ce soir, ça peut pas être le championnat demain quand même. Écoutez, messieurs, je vous entends pas rentrer dedans quand même. Moi, personnellement, d'entendre ce débat. Mais historiquement, de toute façon, c'est l'Europe de l'Ouest, les championnats, de toute façon, on le sait. Historiquement, la plus grande compétition des clubs, c'est la Ligue des Champions. Ouais, non, ça ne le fera pas, Chris, parce que je vais évidemment rentrer dedans. D'abord, il faut jeter à la poubelle la Chine et les Émirats, ça ne fait pas partie de l'Europe, enfin, de l'Europe élargie en termes de football. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, sur les joueurs, le Graal au niveau européen, au niveau de la compétition européenne, c'est la Ligue des Champions, et on n'aura pas encore des clubs chinois en Ligue des Champions. Exactement. Et ni des clubs des Émirats. Donc ça, on met ça de côté. Bon, maintenant, la Russie, ça c'est très intéressant. Il faut savoir qu'en Russie, ils peuvent avoir un nombre d'étrangers très limité, donc ça restreint quand même leur marge de manœuvre. Sinon, croyez-moi, ils en auraient encore bien d'autres et des supplémentaires, ce qui fait qu'ils sont obligés d'acheter forcément que les meilleurs. Mais les meilleurs pour eux, pardon de le dire, mais Witzel, Hulk, c'est excellent joueur. Witzel et Hulk, d'ailleurs, qui font pas, je pense, c'est des joueurs sous-cotés, sous-évalués, même si on citait, ce sont des super joueurs, ils ont énormément de place, mais c'est pas encore le top européen. Donc, malgré tout, on voit comme que les meilleurs ne vont pas, en général, en Russie. Et surtout, il y a cette règle-là qui restreint le nombre d'étrangers par équipe de Russie et qui pénalise. Et la force du club de Zénith Saint-Pétersbourg, c'est que c'est paradoxalement le club russe qui a le plus de meilleurs joueurs russes. C'est pour ça qu'ils sont champions de Russie. On voit par exemple qu'à Andy, c'est le club russe le plus riche. D'ailleurs, ils ont Gusidink à leur tête, on voit Eto'o, etc. Et c'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire jouer tous les étrangers sur le terrain. Ils sont obligés d'avoir beaucoup de Russes sur le terrain et ils n'ont pas de très bons Russes. Le Zénith a quasiment tous les meilleurs joueurs russes et c'est pour ça qu'ils sont quand même très forts. Donc la marge de manœuvre est limitée, donc le championnat russe ne sera pas une référence dans les prochaines années, selon moi. Ok. Juste une petite info transfert. Enzo Real de Lyon qui a signé à Lorient. Oui, voilà, petite info. Et puis aussi Owen qui a trouvé un club, Stoke City, si je me trompe pas, j'ai vu l'info tout à l'heure. Pour effectivement un montant dérisoire, on est d'accord, et pour 1 an, je crois. Voilà, enchaînons tout de suite sur ce... À petite précision, Anthony Le Tallec s'est engagé avec Valenciennes. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut. Des infos transferts, Anthony Le Tallec. Alors, as-tu une info transfert pour Thomas Mangani? Restes-tu à Nancy ou pars-tu par exemple pendant congé? Oui, non, je reste à Nancy cette saison, il n'y a pas de souci. Les Rochardons sont rassurés ce soir, merci Thomas. et juste un petit mot pour dire que la Chogash Première Liga, qui est l'équivalent de la Ligue 1 en Russie, hein, vous le savez, a baissé le classement UEFA des fédérations. Donc on a la Barclays Premier League qui est en tête devant la Liga espagnole, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 5e. Et donc le Portugal est repassé à la 6e place devant le championnat russe. Ça pourrait donc se réinverser. Vous voyez, pour resituer un peu les forces en présence, c'est quand même intéressant à noter aussi. D'accord, très bien. Écoutez, une petite question à toi Thomas. Est-ce que cette destination, c'est pas plutôt une maison de retraite, parce qu'on le voit bien sur les Émirats, où justement ces joueurs de 35 ans arrivent à bout de souffle et ont une occasion d'aller aux Émirats et de gagner un peu plus d'argent, ce qui est
normal, j'ai envie de dire, s'ils ont envie d'en gagner un peu plus, de finir leur carrière, en tout cas, sur du football, mais après du football pas du grand niveau. Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt une destination de maison de retraite? Il n'y a pas que les Émirats, mais aussi la Chine. Ouais, disons, pour le championnat de Russie, je pense que c'est quand même un très bon championnat, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes équipes, on voit même dans les Coupes d'Europe, ils sont toujours quand même bien représentés et ils font des bons parcours. Donc vraiment, le championnat de Russie, je le mets à part par rapport aux deux autres. Après, les deux autres, c'est des championnats qui commencent, qui veulent émerger. Et je pense que après les joueurs, peut-être, on pourrait mettre la MLS aussi qui essaye de recruter des grands joueurs pour grandir. Je pense aussi que ça peut être une nouvelle expérience et une dernière expérience dans leur carrière footballistique. Ils veulent essayer de peut-être c'est sûr de se faire un dernier bon contrat, mais aussi d'apporter leur pierre à l'édifice pour que ce championnat grandisse et voilà, apporter leur expérience. Je pense aussi que ça peut jouer dans leur choix. Même si l'aspect financier, je pense, n'est pas négligeable non plus, quoi. Bien sûr, on sait que pour un footballeur, c'est après pour la fin de carrière, c'est un peu plus complexe, hein, on ne touche plus de salaire automatiquement. Vous, cher comment dire, cher chroniqueur, en tout cas ce soir, est-ce que ce championnat, toi Chris, toi Belge, est-ce que ce championnat peut encore attirer des stars? Des stars, oui. Je pensais que tu demandais si il non, pas la Belgique. Oui, il peut attirer des stars parce qu'ils ont l'argent. En France, pardon de dire ça, hein, j'ai cité tout à l'heure le classement, ça va peut-être me faire grincer les dents. En France, c'est pas le championnat, la Ligue 1, c'est le 5e plus grand championnat européen. Vous voyez que c'est pas le Paris Saint-Germain n'est pas je pense au niveau du classement européen n'est pas une référence, même s'ils ont un parcours historique, ils peuvent attirer des stars parce qu'ils ont l'argent. Donc voilà, donc ils peuvent bien sûr attirer des stars parce qu'ils ont l'argent. Mais selon moi, un gars comme Messi, bon, évidemment, je vais pas citer Cristiano Ronaldo, je sais les meilleurs joueurs du monde, ils ont quand même l'attraction numéro 1, c'est quand même l'intérêt sportif parce qu'au niveau financier, ils n'ont aucun souci à se faire. S'ils ont gagné 5 millions d'euros de plus ou de moins, finalement, pour eux, la question elle se posera quand ils auront plus de 30 ans. Donc les meilleurs du monde, non, mais des stars, oui, bien sûr. On voit que la Ligue 1 peut le faire, le championnat de Russie peut évidemment le faire. Donc là, mais moi je pense qu'il va y avoir aussi d'autres questions qui vont se poser, comme notamment on le dit pas, mais les énormes scandales qui vont bientôt exploser en Russie. Il y a eu une enquête d'un journaliste belge qui a fait une enquête au niveau des joueurs du championnat russe. Plus de 50% ont déjà été contactés pour truquer un match. Plus de 50%. Alors qu'en France, en Belgique, on est à moins de 10% en Belgique et en France. Donc plus d'un joueur sur deux dans le championnat russe a déjà été contacté pour truquer un match. Et donc ça, on n'en parle pas. Et puis aussi, il y a un souci. Donc sur un souci, c'est au niveau du temps. Là-bas, ça les pénalisera toute leur vie parce qu'à moins d'instaurer avec leur énorme argent, à moins d'instaurer une sorte de deuxième soleil au-dessus de leur pays, ce qui me semble assez très difficile à concevoir, je pense qu'ils sont toujours pénalisés à ce niveau-là aussi. Malgré tout, on en revient aussi. C'est quelque chose c'est un paramètre qui ne pourra pas changer malheureusement pour eux. Ah oui, c'est sûr qu'après, ça sera un peu plus complexe. Toi, justement, Thomas, qui doit jouer des fois sous la neige, c'est sûr que jouer dans des climats très froids, ça va être compliqué. Oui, non, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Après, je crois qu'en Russie, ils ont une trêve tout le mois de janvier, donc ils essaient de s'adapter. Mais c'est vrai que je parle pour les grands joueurs qui peuvent avoir le choix, peut-être entre deux destinations. En fin de carrière, ils privilégieront peut-être le cadre de vie aussi pour leur famille, qui les ont suivis toute leur carrière et tout. Peut-être que voilà, pour leurs femmes ou leurs enfants, ils feront peut-être le choix. Après, je sais pas, pour moi, ça s'est pas encore posé. J'espère qu'un jour ça se posera, ce problème entre guillemets. Mais ça peut aussi jouer effectivement. Ça peut jouer dans la balance. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a été complet, en tout cas sur ce deuxième débat. Premier débat terminé, deuxième débat terminé, j'ai envie de dire, on va enchaîner. Il faut juste dire un truc aussi, c'est que le pognon, c'est bien marrant. Mais à un moment donné, la crise, ça s'installe. Parce que le pognon, c'est bien. Les mecs qui sont très riches, ils mettent le pognon sur la tête parce qu'il y a un retour derrière, un investissement, vente de maillots, etc. Mais le championnat de Russie, pardon de le dire, il ne fout pas la crise. Donc, en général, on met pas le pognon pour acheter beaucoup de maillots de joueurs du championnat de clubs de foot de Russie. Donc, à un moment donné, quand il n'y aura pas de retour sur investissement, il va peut-être se passer ce qu'il a pu se passer pour certains clubs anglais, notamment, où on voit qu'on a anglais, espagnol, et tout ce qui va se passer derrière.
Mais comme je l'avais très bien entendu, en tout cas en Espagne, ils se misent aussi sur la vente des maillots, où il y a une grosse vente de maillots, et puis les ventes de billets aussi automatiquement. Hein. Donc oui, tout à fait. C'est vrai que ça c'est à souligner. L'argent c'est bien, mais au bout d'un certain temps, quand on n'a plus de rentrée, bah ça va bloquer, hein, ça va bloquer. Mais en tout cas, ils sont encore présents. On verra dans l'avenir. On en reparlera peut-être dans l'avenir, on fera un autre débat avec peut-être Thomas qui sera encore là avec nous, peut-être sur un autre débat. Et d'ailleurs, Chris, j'ai une jolie phrase qui n'est pas de moi malheureusement, qui est de Frédéric de Saint-Cernin, président de Rennes, si je ne m'abuse, qui déclarait il y a quelques jours: je pensais qu'encore à notre époque, le sport faisait tout, visiblement non, c'est l'argent. Qui parlait du transfert de Kembo, qui a préféré signer au Moyen-Orient pour un salaire absolument astronomique, plutôt que de re-signer à Reims ou rester en Europe. On a le capitaine de l'équipe d'Arabie Saoudite, le capitaine, hein. Donc là-bas c'est un dieu vivant qui a signé gratuit, il est en fin de contrat, il a signé Anderlecht, c'est comme Anderlecht n'a pas payé un seul euro en transfert, ils en ont fait le plus gros salaire du club. Le mec, c'est une catastrophe ambulante, c'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, il pourrait déjà retourner chez lui. Heureusement, on l'a pas payé un euro de transfert. Et là-bas, c'est scandale parce qu'on ne fait pas jouer en Europe, etc. Et donc, je peux vous dire que là-bas, ce joueur-là, que j'ai pu voir plusieurs fois, forcément, je peux vous dire qu'il en touche pas une. Le mec, il avait des crampes en Ligue des Champions après 65 minutes. Franchement, alors qu'il jouait à 45 début de saison. Alors qu'il jouait à 45 degrés dans son pays, hein, tous les jours, toutes les semaines. Et je peux vous dire que ce mec-là, c'était le plus gros salaire du championnat d'Arabie Saoudite. Et ben, franchement, ça fait réfléchir. Et pour justement te bonifier ce que tu es en train de dire, sur le livre de Luis Hernandez, il le dit bien, lui, quand il a entraîné aux Émirats, il le dit clairement, hein, les joueurs s'entraînent au soleil et sans forcer. Hein. C'est complètement différent et le niveau est complètement différent. Donc voilà, faut pas s'attendre à avoir des très grands joueurs qui viennent de là-bas, s'ils ont été formés de là-bas, qui viennent en France automatiquement, ou en Belgique ou autre part. Automatiquement, on n'aura pas des énormes joueurs, alors que à moins que ce soit un énorme joueur qui va là-bas et qui revient, ça sera différent, mais en tout cas, c'est pas là-bas qui va apprendre énormément. Venant de Luis, le Globetrotter, les entraîneurs mondiaux qui a fait tous les pays du monde, c'est vrai que c'est intéressant comme remarque. Bah, en tout cas, il l'a connu, lui. Très bien, en tout cas, sur ça, on enchaîne tout de suite sur cette... ça fait partie de l'émission, ça fait phare, l'interview décalée de notre ami Thomas, Thomas pour Thomas, c'est ça. Voilà, Thomas pour Thomas, voilà, ce soir. En tout cas, à toi, Thomas, vas-y. Alors, on commence gentil ou on commence pas gentil, Thomas, tu choisis? Gentil tout le long, c'est le mieux. Ah bah non, ça je peux pas, par contre. Ça va déraper à un moment donné. Oui, ça va forcément déraper, ça c'est sûr. Ça de joker, je le répète, il faut forcément faire un choix, répondre et s'expliquer, mais 0 de joker possible. On commence par le championnat, comme ça il aura un bon sentiment pour partir. Ce sont mes règles. Alors, ton poste préféré, arrière latéral ou milieu défensif? Parce que tu fais les deux, donc on voudrait bien savoir, nous, en fait. Milieu défensif. Alors pourtant, on rappelle que tu as une formation d'arrière latéral à la base. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que depuis que je suis un professionnel, j'ai pratiquement que joué milieu défensif et c'est le poste où je pense par rapport à mes qualités, je me sens le plus à l'aise et là où je peux le plus progresser, je pense. D'accord. Alors vous verrez, ce soir je suis particulièrement gentil avec Thomas parce que j'aime bien tout le monde gagner, donc ce soir je suis assez sympa avec lui. Ton club préféré, Nancy ou Monaco? Mon club préféré? Oui, Nancy ou Monaco. Ton club formateur ou ton club actuel? Disons que c'est deux sentiments différents. Ah mais je t'ai dit, il n'y a pas de joker. Ouais, non, mais laissez-moi juste que je vous explique. Parce que Monaco, disons que voilà, j'y ai été depuis que j'ai 14 ans, donc c'est là où j'ai grandi, et je suis attaché parce que voilà, j'y ai passé 11 saisons et tout, et je suis aussi redevable de Nancy parce que c'est eux qui m'ont permis de continuer à jouer en Ligue 1, de continuer à progresser, d'être avec un entraîneur comme Jean Fernandez, et de justement pouvoir continuer ma progression. Donc j'aime aussi ce club, mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps à Monaco, donc pour l'instant mon club de cœur, disons, c'est Monaco, mais je suis redevable de Nancy et c'est pour ça que je ferai tout pour mener Nancy le plus haut possible.
Mais j'ai répondu à la question. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. Je C'est valide. compréhensible à la réponse. C'est Merci. Non, je valide. Ça plaira à nos auditeurs monégasques qui nous écoutent très nombreux, très régulièrement, et on le sait. Merci. On le sait. Alors, une autre petite question. Alors, parmi les joueurs avec lesquels tu as évolué, donc je veux pas entendre des joueurs avec qui t'as pas joué, Ronaldo, j'avais cru ni Messi, là je le sais pour l'instant. Ça va venir mais pas encore. Là je le sais. Ne sors pas eux, je te raconterai pas. Le joueur que tu as préféré est celui que tu as le moins aimé, que ce soit humainement et sportivement. Alors, disons que ça serait que j'ai le plus aimé, je dirais Lucas Bernardi, parce que de par le poste qu'il jouait et ce qu'il a pu m'apprendre tout au long des années où on s'est côtoyé, de par son humilité, de par voilà, et même ses qualités. Et après, que j'ai le moins aimé, disons, c'est pas dans la personnalité, mais c'est par rapport au potentiel qu'il avait. Je me disais, il peut arriver à plus, et c'est Juan Pablo Pino. Et c'est un super mec, c'est vraiment un super mec, et j'aurais aimé qu'il fasse, enfin, il est toujours en activité et tout, mais je pense que par rapport à son potentiel, c'est le joueur le plus fort que j'ai pu voir au niveau des entraînements avec Yaya Touré. Mais il a jamais complètement explosé et c'est dommage quoi. C'est dommage parce qu'il aurait pu être dans un top club européen facilement quoi. Alors juste comparer effectivement le jeune Pino à Yaya Touré, c'est quand même très flatteur. Je pense qu'il appréciera cette comparaison. C'est vrai que c'était un gros potentiel. En fait, tu l'aimes bien, mais c'était plus voilà une petite déception parce que tu t'es dit qu'il avait franchement un potentiel pour aller plus loin. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, t'as un petit peu esquivé la réponse quand même. Non, mais là, c'est vrai. C'est vrai. Là, vraiment, je suis sincère. J'approuve Thomas, j'approuve. Merci. Il l'a tourné, tu vois qu'il fait faire avec les médias. On nous l'a pas dit, mais il fait faire. La faillotte dure là dans le Nord, hein. Alors, les questions là, elles arrivent, sont de plus en plus dures là. Il m'en reste deux en fait. Je vais être sûr qu'il m'en reste que deux. J'en ai plus d'ordinaire, mais bon, comme je dis, j'aime bien Nancy, j'aime bien tout le moment gagner, donc je vais pas en mettre 50. Ah, merci. Alors, une petite question, puisque tu as esquivé tout à l'heure le débat équipe de France, et ben tu ne l'as pas écoupé, parce que je t'ai rattrapé au vol. L'équipe de France pour Thomas Mangani, est-ce un rêve ou une réalité future? Oh disons, on aspire tous quand on est joueur à y parvenir. Maintenant, il me reste encore des étapes pour y arriver. Donc voilà, c'est pas d'actualité pour l'instant, mais j'ai envie de progresser pour pouvoir y prétendre. Donc c'était quoi les deux en fait, le choix? Un rêve ou réalité future? Ouais, réalité future disons. Parce qu'on reste quand même ambitieux. Si je dis un rêve, ça serait de ne pas être ambitieux. Donc je vais dire réalité future et en effet, oui. En me donnant des moyens d'essayer d'y arriver. Alors, je dirais juste une chose, il n'y a que les gens ambitieux qui réussissent dans la vie. Voilà. Exactement, ça c'est vrai. Très bonne phrase. Et on le rappelle effectivement, Thomas qui est vainqueur qui a gagné le championnat d'Europe avec l'équipe de France et moins de 10 en 2004. C'est ça, la génération 87. C'est pour ça que je suis condamné à échouer derrière d'autres. Et donc, la dernière petite question culte. Ah, juste avant, t'as une autre question. J'ai la question pour mes amis de SOS League 2, effectivement. Voilà, c'est pour ça. La question pour mes copains de SOS League 2, qui se battent effectivement depuis plusieurs semaines contre les matchs de Ligue 2 à 18h45 le vendredi soir, et qui sont nos copains maintenant. Est-ce que toi tu es plutôt donc à jouer des matchs, du genre à jouer des matchs à 18h45 ou plutôt à 20h, voire même plus? Je pense que c'est de part en plus le vendredi soir, je pense que ça serait mieux de les mettre à 20h. Parce que déjà pour les supporters qui puissent se déplacer, qui puissent suivre leur équipe par rapport à leur boulot. Et c'est vrai que on le voit en plus l'été avec les chaleurs et tout, il fait encore chaud, donc il y aurait que des points positifs à le faire peut-être à 20h quoi.
D'accord. Et maintenant, la question culte, la question que tout le monde aime dans l'émission, que tous nos invités, effectivement, sont un petit peu déstabilisés cette question-là. J'aime. La question d'Émilie qui n'est pas là. On lui fait un bisou, mais... La question d'Émilie, ça veut dire ce que ça veut dire peut-être. Hein. La question d'Émilie, donc ça te laisse déjà présager du type de question que cela puisse être. J'ai peur. Je rappelle que c'est la seule femme de l'émission à temps complet, je le rappelle. C'est notre petite princesse à nous. Non, alors... Émilie n'est pas notre cousin, juste parce que, au cas où tu avais un doute, Émilie, c'est bien ici. Hein. C'est ça qui Ok. Alors, petite question d'Émilie, culte de l'émission, à savoir ce que Thomas Mangani est plutôt slip ou caleçon? Caleçon. C'est le premier qui répond aussi vite quand même, franchement. Non, moi c'est plutôt caleçon, parce que c'est les styles, les poulines, tout ça en fait. Mais par contre, pour m'entraîner, plutôt slip ou un cuissard, quoi. D'accord, ok. Oh là là, il a été... cuissard avec rien en dessous, comme Ludo Butel, en fait. non, un slip pour m'entraîner et après, dans la vie de tous les jours, caleçon. Et en match? Ça va très bien. Match, plutôt slip aussi, ouais. Il y en a un favori qui doit jamais laver aussi, donc... Non, ça, j'en ai 2 ou 3, ça tourne. Dernière petite question, tiens, bon, donc on y est, parce que la crise m'a tendu une perche énorme. Est-ce que Thomas Mangani est fétichiste et si oui, avec quoi? Fétichiste, Est-ce que tu jettes du sel sur la piste? Non, ça non. Après, je sais que ouais, il y en a qui jouent avec le même slip. Moi, j'en ai 2 ou 3. Sinon, alors attends, si tu connais des mecs qui jouent avec le même slip toute la saison, qui jouent il y en a eu en équipe de France. Robert juste le slip de match, non, peut-être pas toute la saison, mais le temps que ça leur fait, et ils s'habituent avec. Moi, j'ai pas de trucs particuliers, quoi. Après, c'est, disons, des habitudes. Quand on arrive au stade, il y en a qui vont voir la pelouse. Moi, c'est vrai que je reste plutôt dans le vestiaire. C'est des habitudes que j'ai, et c'est plutôt ça. Après, on se prépare souvent de la même manière. Disons, on se prépare, on va faire les étirements, on fait le strap, tout ça. Et c'est vrai que souvent, c'est dans le même ordre, disons. Mais après, j'ai pas d'habitude particulière. Pas particulière, genre manger la même nourriture quand on a gagné, ne pas marcher sur les lignes, etc. Pas de toucher les... Non, ça va. Si je rentre avec le même pied sur le terrain, par exemple. Ah, bah voilà. C'est le droit. C'est le pied droit. Non, le pied gauche. Ah, le pied gauche. Ah ben toujours le pied gauche. Toujours comme dit. Ah, toi t'as regardé la petite déviant. Ah, j'ai été sincère là. C'est vrai. Il a été complet en tout cas sur ça. Une petite info transfert et après on enchaînera tout de suite sur les pronos. Enfin en tout cas merci Thomas déjà de ton interview décalée, très bonne interview décalée. En tout cas ça reste toujours 100% caleçon. Hein. Oui, c'était pas mal, c'était bien. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on enchaîne tout de suite sur la petite info transfert. Del Piero qui signe à Sydney pour un contrat de 2 ans. Joueur de 37 ans, voilà, donc voilà, en retraite, mais en tout cas c'est un très bon joueur. Pardon, cette fois-ci on va pas lui jeter la pierre, 37 ans, moi... non, il a le droit. Non, parce que je critique, moi j'ai tendance à dire 33, 34, bon. Elle a 37 ans, franchement là, je pense que d'ailleurs plus personne ne voulait... lui, en plus, Sydney, le championnat australien, je m'y intéresse de très loin, certes, mais je m'y intéresse un petit peu, et je sais que c'est peut-être pas là où il y a les meilleurs salaires, mais disons qu'il y avait un challenge très très intéressant, et puis... les dirigeants de Sydney ont en tout cas pris un mec très professionnel qui, malgré son âge très avancé, le fait que forcément, il va quand même, à mon avis, avoir aussi un salaire très intéressant. Je pense que là, les dirigeants de Sydney ont mis un mec qui va mouiller le maillot, même à 37 ans. Petit contraste et petite déception avec Michael Owen. Il paraît que les dirigeants de Stoke City, le président de Stoke City a dit qu'il était tombé par terre en écoutant et en regardant les demandes salariales de Michael Owen. Il paraît qu'il est tombé par terre, donc peut-être qu'il en a rajouté, mais Michael Owen, attention, un petit peu d'humidité ne serait pas mal. Même si il a quand même malgré tout signé, donc pour 1 an, donc c'est quand même finalement arrangé. Ouais, mais malgré tout, quand même un peu d'humidité ne serait pas tort, même si au final ça s'est quand même bien terminé. Après, bien, merci pour retraite au passage, Chris. Vas-y. Pour retraite, et là, je suis vraiment triste de l'annoncer parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. À savoir Teddy Richard qui raccroche les crampons à 34 ans et ça me fait mal au cœur pour les Sochaliens et pour lui qui est un très bon gardien.
très sous-estimé pendant très longtemps Ouais. et qui raccroche malheureusement aujourd'hui. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a été complet là-dessus. On est un peu en retard comme tous les mardis soirs. C'est normal, Ah, ça, c'est étonnant. Bon, enfin, c'est pas grave. Tout de suite, passons au pronostic. Donc, pronostic sans Émilie, sans Flo. Donc, c'est moi, je m'en occupe. Et ils ont fait un travail énorme. Donc, je leur fais à tous les deux un énorme bisou. Bravo à vous deux, en tout cas. Et reposez-vous bien. De toute façon, vous êtes en repos, en tout cas, ce soir. Mais même si Émilie bosse demain. Mais Émilie bossera demain sans aucun problème. En tout cas, tout de suite, enchaînons sur ces pronostics. Premier pronostic, football féminin, lui qui reprend première journée de championnat. Première journée de championnat, pas de cote. Voilà, on voit déjà qu'il y a une différence entre le football masculin et le football féminin. Va falloir que les sponsors se mettent à faire des cotes, ça serait sympathique. Hein. Voilà, c'est un petit appel du pied pour la FDJ. Hein. Donc pas de cote. Donc par contre, c'est une victoire à 100% pour nos membres, une victoire à 100% pour Juvisy. Et vous, par contre, surtout cher invité Thomas, quel est votre favori pour vous? Enfin, quel est votre pronostic, Juvisy ou Arras? Je vais dire. Parce que je sais pas si vous suivez aussi. Hein. Ouais, un petit peu. Je pense que Juvisy à domicile, c'est eux qui sont à domicile. C'est eux qui sont à domicile, oui. Oui. Ouais, je vais dire eux à domicile, ils vont gagner. Juvisy, ok. Thomas. Moi, je vais être parti pris, honnêtement. Parce que, effectivement, pour connaître le championnat, parce qu'effectivement, maintenant, je m'intéresse beaucoup pour l'émission qui commence demain soir, Elle Sport, que j'anime avec Émilie notamment, avec Chris aussi qui est là, avec Amélie et Nina. Clairement, Juvisy, c'est la deuxième meilleure équipe française. C'est une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont fait des matchs amicaux absolument fantastiques. Ils ont quasiment la moitié de l'équipe de France à Juvisy. Ils ont recruté une numéro 10 attaquante monumentale qui est Camille Catala qu'on reçoit demain soir. Donc clairement, je vois Juvisy très 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 largement. Ok, très bien. Chris, ton pronostic, Juvisy ou Arras? Et c'est là où je te dis merci d'avoir lancé Chris en dernier, enfin d'avoir lancé en dernier, parce que l'avis de Thomas va conforter mon sentiment, donc que je vais aussi aller du côté de Juvisy. Et je sais pas si on sait que c'est un peu intéressant, parce que tu sais qu'il y a l'émission de pronostic le vendredi, ou s'il y a moyen de pronostiquer en fonction des buts. Si c'est possible, je mettrai avec plus d'un but d'écart, du coup. C'est pas un très gros risque, ça. S'il n'y a pas de cote, s'il n'y a pas de cote du tout, voilà. Bon ben voilà, en tout cas, voilà, c'est ça. En fait. Je sais et alors, puisqu'il n'y a pas de cote, je vais le mettre avec plus de 2 buts d'écart parce que je suis un grand malade. Ah ouais. Ben moi, pour Arras, parce que moi en tant que Lensois, j'ai envie de dire qu'Arras va gagner. Alors petite précision qui peut vous intéresser, puisque moi j'ai l'information par Juvisy même, à savoir que les internationales, notamment Gaëtan Tinet, Camille Catala, Sandrine Bussaglia, pas Bussaglia mais Sandrine Dussang, et j'en passe, ont repris il y a moins de 10 jours. Mais elles seront là la semaine prochaine. À la fin des pronostics. Ah oui, mais je le dis à la fin, c'est plus honnête. Voilà. C'est un peu harassant quand même, hein, pardon. Ah, voilà, ça c'est fait, le jeu de mots. Harassant, on le retiendra. Tout de suite enchaînons sur ce deuxième pronostic. Pays-Bas-Turquie. Pays-Bas-Turquie, donc c'est simple. Les cotes, c'est pour les Pays-Bas, c'est 1,35. Pour le match nul, c'est 3,75. Et la victoire de la Turquie, 6. Pour nos membres, c'est une victoire des Pays-Bas à 72%, un match nul à 28% et à 0% pour la Turquie. On voit qu'il y a une différence. En tout cas, les Pays-Bas restent favoris. Alors, c'est le premier match de Coupe du Monde, c'est bien ça, hein? Préliminatoire, ouais. C'est le match de poule, oui, c'est ça. Tout à fait. Moi, je dirais les Pays-Bas, même s'ils ont eu une petite période difficile, ils ont quand même des grands joueurs et au niveau des éliminatoires, ces dernières années, ils ont toujours été présents, donc je dirais les Pays-Bas. Très bien. Je prends pas trop de risques non plus, mais c'est vrai que... tu restes dans les lignes, tu prends pas de risques. Écoute, on peut dire les Pays-Bas, un but d'écart ou pas? Plus d'un but d'écart ou pas? Bien sûr, plus ou même moins, vas-y. Je vais dire les Pays-Bas avec plus, 2 buts d'écart, quoi. Et on a 2 buts, c'est un peu risqué. Moi, peut-être je mettrais plus d'un but parce que si un but, alors on va rester raisonnable. Comme ton pronostic. Moi, je suis un peu de l'avis de Thomas, à savoir que les Pays-Bas, en général, et depuis plusieurs années, en match de poule, ils font quasiment des sans fautes, ils font quasiment des cartons pleins.
Après, ça se complique souvent pour eux en phase finale. Donc là, honnêtement, à domicile, avec un Van Persie qui claque but sur but actuellement à Manchester United pour ses premiers matchs, mais qui est dans une forme euphorique, non, clairement, au moins des Pays-Bas, oui. Très bien. Chris? Alors, je connais très très bien ces deux équipes nationales-là, puisque je suis très souvent les Pays-Bas. La Belgique les a affrontés il y a quelques semaines, lors du fameux match amical du mois d'août. Et la Turquie, je les connais très bien, parce qu'ils étaient dans les 2 dernières campagnes éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010 et pour la Coupe d'Europe 2008 avec les Diables Rouges. Donc je connais très bien ces deux équipes-là, et elles ne m'impressionnent pas du tout toutes les deux. Les Pays-Bas, franchement, il y a un gros souci offensif. Alors, Van Persie, il a été sanctionné d'ailleurs par le nouvel entraîneur des contre la Belgique. Il n'a pas joué, il est rentré qu'en fin de match. Les Pays-Bas m'ont franchement pas du tout impressionné. Est-ce que c'est les Diables Rouges qui ont été si impressionnants que ça? Parce que franchement, on les a annihilés du début à la fin de la rencontre. Quant aux Turcs, c'est un peu particulier. On sent que la génération, de toute façon, ils sont dans une fin de cycle, et ça se sent sur le déclin depuis 4 ou 5 ans. C'est assez notoire quand on voit leurs matchs depuis ces années-là, ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc, malgré tout le fait que ça joue aux Pays-Bas, et comme l'a très justement dit Thomas, le fait que les Pays-Bas, en phase éliminatoire, ça rigole pas, m'inciterait plutôt à aller vers eux. Mais alors moi, je vais mettre les Pays-Bas avec moins de 2 buts d'écart, donc les Pays-Bas avec 1 but d'écart, parce que franchement, je serais même tenté par le match nul, mais le fait qu'ils jouent à domicile m'incite quand même à les mettre, donc les Pays-Bas avec 1 but d'écart. Je pense que la cote doit être très très intéressante, et ça peut être très très sympathique, mais franchement, je ne serais pas si surpris que ça que les Pays-Bas soient mis en échec à domicile. Très bien. Et puis moi, mon pronostic sur ce match-là, c'est très rapide. Ça va être pour moi un match nul. Ça va être un peu complexe parce qu'on voit que les Pays-Bas sont un peu en difficulté. Et la défense de la ramasse des Pays-Bas aussi. Pardon de le dire, mais la défense, ils s'en sont pris 4 en Belgique, et la défense des Pays-Bas, c'était catastrophique. Hein. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Hein. Ça va être un peu complexe. Je pense pour les Pays-Bas, il va falloir qu'ils se relèvent, mais j'ai envie de mettre match nul. C'est une petite cote en plus 3,75, c'est intéressant. J'ai envie de mettre match nul. Je vais tenter le match nul. Ça va être mon risque ce soir. En tout cas, troisième et dernier prono, le prono le plus important quand même. Qualification pour la Coupe du Monde, bien sûr. Finlande, France, bien sûr. Demain soir. Non, pas demain soir. Je dis des bêtises. Vendredi soir, match de l'équipe de France. Voilà, Finlande-France. Donc les cotes, c'est simple. C'est pour la Finlande, c'est 6. Match nul 3,60 et la cote de la France 1,45, donc la France favorite. Pour nos membres, c'est simple, c'est une victoire française à 88%, match nul à 12% et 0% pour la Finlande. Donc en tout cas, nos membres ne voient pas du tout la Finlande gagner. Pour toi, Thomas, supporter de l'équipe de France aussi, hein, quel est ton pronostic? Ouais, moi, l'équipe de France, obligé, hein, franchement, je la vois gagner, j'espère en tout cas, et non, j'ai confiance. Je pense que voilà, avec le nouveau sélectionneur et même les joueurs qu'on a de talent, il n'y a pas de raison de faire un faux pas. En plus, tout le monde sait que ça va être important tous les matchs, puisque avec l'Espagne dans le groupe, tous les points vont être importants. Donc, je suis confiant, et une belle victoire de la France. D'accord, très bien. Tom, ton pronostic. Et effectivement, ce que Thomas vient de dire, c'est un débat qu'on avait avec Ludo Butel il y a quelques jours et Jordan Galtier. On parlait d'Espagne et de ce groupe. Moi, clairement, les points sont importants. Maintenant, on sait très bien que les Français, en général, en début de match de poule, ne sont pas forcément au top. La plupart des joueurs qui sont convoqués sont des joueurs qui vont jouer les Coupes d'Europe et qui ne sont pas forcément encore au top physiquement. Le déplacement va être très long en Finlande. Moi, je suis plus fervent d'un match nul sur ce coup-là. Très bien. Et Chris, ton pronostic? Bah oui, j'ai pas eu l'occasion de voir le match amical des Bleus, donc j'ai vu un peu ce qu'on appelle les highlights avec les meilleurs moments. J'ai trouvé qu'il y avait quand même l'animation intéressante, même si forcément ça s'est ressenti au niveau du score. S'il n'y a pas eu de concrétisation. J'ai plus vu les Finlandais jouer depuis un match amical que j'avais disputé ici à Oesel ça devait faire un an et demi. Alors ce jour-là, bon évidemment ça me tient que sur un match. Ce jour-là, je trouvais qu'ils étaient très surpris par leur animation offensive, où je m'attendais à un match très physique. C'était un match amical, il faut le préciser. Ils avaient une animation offensive très intéressante. J'ai aussi le souvenir d'une équipe qui passait très souvent par les flancs. Attention aux Bleus à ce niveau-là, s'ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule depuis l'année passée. Donc voilà, match en déplacement. On n'a pas encore marqué sous Didier Deschamps, c'est notre deuxième match. Soyons indulgents, moi j'ai plus confiance en Deschamps qu'en Blanc, même si je reste persuadé que c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, en raison de la génération 98, on en a déjà parlé.
Pour en revenir à ce match, c'est assez compliqué parce que ça va forcément se jouer entre le match nul et une victoire des Bleus. Ça dépendra un petit peu de le réalisme offensif des Bleus. Je vais quand même tabler sur une sorte de frilosité et un peu de malchance des Bleus, malheureusement pour eux. Donc un match nul des Finlandais face à l'équipe de France. Il faut que la mayonnaise prenne du côté des Bleus. Peut-être que ça se fera et peut-être que ce sera déjà le déclic. C'est tout le bien que je leur souhaite, mais je miserai quand même sur ce premier match officiel de Didier Deschamps pour un match nul. D'accord, très bien. Comme moi, c'est bien. Et attention au flanc du côté finlandais. À mon avis, Deschamps l'aura remarqué parce qu'il m'avait fait très forte impression. Il y avait peu de présence physique, paradoxalement, au centre du terrain. Moi, j'ai ce souvenir-là d'animation sur les flancs et forcément très bon sur les phases arrêtées. Ça aussi, je m'en souviens. Mais ça, c'est plus attendu. Ok, on reste très technique. Merci Chris. En tout cas, moi, ça sera équipe de France à fond. Moi, je peux pas pronostiquer contre l'équipe de France ou même s'il y a une grosse cote. Non. Je serai équipe de France. Je les vois gagner. S'ils gagnent pas là, écoutez, ça sert à rien qu'ils aient aux qualifications de la Coupe du Monde. Ça sert à rien qu'ils arrêtent tout de suite. Écoutez, contre la Finlande, il va falloir être fort, il va falloir être percutant. Que la mayonnaise prenne. Il y a un moment, il y a des années qu'il faut qu'elle prenne. À un moment, il va falloir qu'elle prenne. Plus qu'à tourne, la mayonnaise. Donc voilà, merci. Donc à un moment, voilà, il faudra que ça prenne automatiquement. Merci pour ces pronos. Merci à toi-même pour ces pronos. Mec, vous êtes trop exigeant avec Didier Deschamps. Il vient d'arriver, le mec. Je trouve trop exigeant, les gars. Moi, je suis toujours exigeant. C'est pour ça aussi, c'est un peu moi. Mais bon, c'est ma façon de penser. Mais voilà, je suis exigeant envers l'équipe de France, surtout, pas que Didier Deschamps. En tout cas, merci. Parce que tu l'aimes, cette équipe de France. Donc, tu es pardonné. Voilà, merci. En tout cas, merci pour ces pronostics. Et on va finir cette émission comme chaque émission sur la phrase de l'invité. Donc voilà, Thomas, c'est ta dernière chose que tu as à dire. C'est simple, c'est pas compliqué. Il y a certains invités qui dérapent, qui loupent la marche, qui glissent sur cette dernière marche. Enfin, en tout cas, voilà, t'as pas le droit de te louper. Encore une fois, c'est complexe notre émission. C'est une phrase en pelouse synthétique, ça devrait le faire. Mais c'est une phrase de quoi qu'il faut que je fasse? Alors, je te la dis juste, écoute bien, t'as juste à répéter. D'accord. Ici, Thomas Mangani, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Voilà, t'as juste à répéter et c'est bon. Ici, Thomas Mangani, j'écoute RTS Foot. J'écoute quand on aime le foot. Répète-moi là. Alors attends, je te la répète. Si Thomas Mangani, bon ça tu l'avais, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici Thomas Mangani, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Voilà, ça c'est surprise de boulot. Merci à l'émission et très bonne émission et vraiment merci à tous pour cette soirée. En tout cas, on te remercie parce que t'as fait un énorme, t'étais là, t'étais présent dans les débats, t'as mis des tacs, t'étais percutant, t'as mis des impulsions, en tout cas, on te voyait percutant. À la fin, gagné des points, là. Voilà, t'as mis et en tout cas, tu seras toujours titulaire dans notre équipe, en tant que milieu défensif, sans aucun problème, quoi. On n'avait pas encore milieu défensif, tu vois. On n'avait pas encore. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à Monsieur Rousseau Père, qui nous écoute toutes les semaines. Mon papa, merci. On lui fait un gros bisou, en tout cas, qui est notre fidèle auditeur. Merci Thomas. En tout cas, moi j'ai hâte d'écouter le sport, j'ai hâte d'écouter LPA, j'ai hâte d'écouter RTS. Merci à vous, merci encore à Thomas Mangani, merci à vous. Chers auditeurs, sans vous, on serait jamais là. Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui dites le débat. À bientôt. Salut. Ciao. Mardi prochain pour le grand retour. Et pardon, on a un petit peu débordé aujourd'hui exceptionnellement, mais c'était très très riche. Et très dense comme l'actualité, la fin du mercato estival également, que l'on reviendra, tu reviendras Christopher, avec Thomas notamment, et Émilie aussi, mardi prochain. Merci à notre invité Thomas, on te souhaite, comme on dit chez moi en Belgique, bonne merde, avec un T à la fin. Bonne merde pour cette séance. Et à très bientôt. Bisous. À vous, bonne soirée, à bientôt. Ciao.